Si on essaie de caractériser la politique fiscale de la présidence Macron, c'est la suppression de l'ISF. Heureusement qu'on a supprimé cette aberration de taxer la réussite quand elle réinvestit sur notre tissu productif. La baisse de l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. Tout ne peut pas reposer que sur les dépenses de l'État. Et l'introduction de la flat tax sur les revenus du capital. C'est facile politiquement d'aller expliquer aux Français les riches ne sont pas taxés en France. Ces trois réformes d'importance, elles bénéficient exclusivement aux riches et parfois aux super riches. Dans votre livre, vous dites ça peut pas être open bar, c'est ça ? Non, ça peut plus être open bar, bien entendu. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement réduire en partie les dépenses sociales. Une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Emmanuel Macron a remis hier la plus haute distinction de la République à Bernard Arnault, le patron de LVMH. Je sais d'où je viens. Et hasard du calendrier, cette distinction intervient quelques jours après que Bernard Arnault a récupéré son titre d'homme le plus riche du monde. Je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches. En 2019, le fisc français, soupçonnant une possible fraude, avait effectué une perquisition sur plusieurs sites du groupe LVMH, numéro 1 mondial de l'industrie du luxe, qui appartient au milliardaire Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde dont le patrimoine est estimé à quelques 230 milliards d'euros. Un an plus tard, en 2020, la Cour d'appel avait annulé cette perquisition. L'affaire n'était pas terminée pour autant, puisqu'en février 2023, la Cour de cassation avait à son tour annulé cette décision de la Cour d'appel, de sorte que le fisc pouvait redémarrer son enquête. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, car la Direction générale des finances publiques, estimant que trop de temps s'était écoulé depuis les premières perquisitions, effectuées donc 4 ans plus tôt, a finalement décidé de ne pas reprendre ses investigations. En 2023, la procédure visant le groupe de Bernard Arnault a par conséquent été purement et simplement abandonnée. Pour le milliardaire, c'était déjà une excellente nouvelle, mais la suite a été plus délicieuse encore. Le mois dernier, en effet, Emmanuel Macron, chef de l'État français, lui a remis à l'Élysée, durant une émouvante cérémonie à laquelle assistait notamment le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et en présence de quelques autres milliardaires qui ont également reçu leur médaille, la Grande Croix de la Légion d'honneur, c'est-à-dire la plus haute décoration honorifique française qui récompense, je cite, « les citoyens ayant fait preuve de mérite éminent au service de la nation, à titre militaire ou à titre civil ». Maître, cher maître, la décoration. Oh, la Légion d'honneur. Oui, la Légion d'honneur. C'est fait. Oh, merci, cher maître, merci. Mentionnons au passage que Bernard Arnault n'était pas tout à fait au bout de ses bonnes surprises, puisque quelques jours plus tard, Brigitte Macron, réinventant le partenariat public-privé, posait pour la couverture d'un magazine féminin avec le directeur artistique des collections femmes de Louis Vuitton, l'une des marques de luxe les plus emblématiques du groupe LVMH, qui l'habille gratuitement en lui prêtant des vêtements pour ses apparitions officielles. La Macronie s'est donc se montrer fort accommodante avec les ultra-riches, au point que son chef suprême peut même remettre à un multimilliardaire qui vient miraculeusement d'échapper à une enquête pour fraude fiscale, une décoration le récompensant pour ses admirables mérites. Il est vrai que tout ce petit monde aurait tort de se gêner puisque ces certificats d'impunité décernés depuis le plus haut sommet de l'État passent comme une lettre à la poste. Avec les pauvres, en revanche, les macronistes sont beaucoup moins complaisants et font au contraire preuve de toujours plus de cruauté, comme vient encore de le rappeler le dernier rapport annuel d'activité du Défenseur des droits, autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyens, qui porte sur l'année 2023 et qui a été publié la semaine dernière. La presse et les médias n'ont que peu parlé de ce document et c'est dommage, parce qu'il est tout à fait édifiant. Dans une courte introduction, l'actuel Défenseur des droits, Claire Hédon, qui a été nommé à ce poste en juillet 2020 par Emmanuel Macron sur proposition d'Édouard Philippe, explique avec un peu de gravité qu'elle porte, je cite, « un regard inquiet sur l'état des droits et libertés dans notre pays ». Cette inquiétude lui vient notamment du fait que tout au long de l'année 2023, explique-t-elle ensuite, plusieurs réformes législatives ou parlementaires, rompant des équilibres existant parfois de longue date, ont restreint le bénéfice de certains droits dans le domaine du logement, de l'accès aux prestations sociales ou encore de l'immigration. Le rapport déplore ainsi la remise en cause du respect des droits fondamentaux des personnes les plus précaires. Il rappelle notamment que le devoir de protection sociale et de solidarité qui pèse sur la collectivité nationale, inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946, fonde un droit à l'aide sociale au profit des personnes qui ne disposent d'aucune sorte de ressources pour vivre. Ce droit, en principe, doit donc être inconditionnel et il a été conçu comme tel. Mais désormais,
Cette inconditionnalité est très gravement remise en cause, puisque plusieurs lois durcissent aujourd'hui les conditions d'accès au droit à l'aide sociale. Par exemple, explique le rapport, le législateur a conditionné le bénéfice du revenu de solidarité active, le RSA, à un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire. Cela participe de ce que la défenseure des droits appelle une multiplication des dispositifs reposant sur la suspicion à l'égard des personnes les plus fragiles. Et surtout, pour les personnes très éloignées de l'emploi, une telle obligation d'activité peut être en soi impossible à atteindre, de sorte que ces personnes, qui sont celles qui auraient pourtant le plus besoin de la solidarité nationale, risquent d'être privées du bénéfice du RSA. Conclusion des auteurs du rapport, ainsi l'État ne garantira plus le droit de tous à des moyens convenables d'existence. Pour la défenseure des droits, dont les préconisations se basent, on l'a dit, sur des observations faites en 2023, il y a donc urgence à protéger les personnes vulnérables. Le problème est que les macronistes, depuis le début de l'année 2024, font exactement le contraire. On regarde avec lucidité la situation, on maintient l'objectif de retour sous les 3% en 2027 et on en tire les conséquences en termes d'économie sur toutes les dépenses, État, dépenses sociales et collectivités locales. C'est ce que je propose. Ils ne cessent de répéter qu'ils doivent d'urgence trouver plusieurs dizaines de milliards d'euros pour combler le déficit public, mais parce qu'ils refusent obstinément d'augmenter les impôts des riches, et comme ils semblent aussi renoncer assez facilement à enquêter sur leurs éventuelles fraudes fiscales, ils doivent aller chercher cet argent dans les poches des pauvres. C'est ce que confirme par exemple Yaël Braun-Pivet, la présidente macroniste de l'Assemblée nationale, dont le train de vie est payé par les contribuables, lorsqu'elle explique gravement qu'il faut réduire en partie la dépense sociale. C'est-à-dire précisément la dépense consacrée au financement des aides consenties aux citoyens et citoyennes les plus vulnérables. Ça veut dire quand même que les chômeurs, qui sont déjà beaucoup moins bien lotis qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques mois, les seniors dont on sent qu'ils pourraient être les prochains à devoir faire un effort, ça vous paraît ça juste, pour reprendre votre mot ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est effectivement réduire en partie les dépenses sociales. Parce que lorsque vous réduisez les dépenses de façon globale de l'État, il faut bien voir à ne pas trop toucher aux dépenses d'investissement. La semaine dernière, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a ainsi déclaré, quelques jours avant le doublement de la franchise médicale sur les boîtes de médicaments. Désolé, le médicament, ça peut pas être open bar. Il suggérait ainsi que ce que la presse et les médias dominants appellent le dérapage des comptes publics était en partie imputable aux malades et à leurs médecins, implicitement accusés d'abuser de façon totalement irresponsable des soins auxquels leur cotisation sociale leur donne droit. Un peu comme si le simple fait de se soigner exposait désormais à des accusations infamantes. Tout ne peut pas reposer que sur les dépenses de l'État. Dans votre livre, vous dites ça peut pas être open bar, c'est ça ? Non, ça peut plus être open bar, bien entendu, mais sur toutes les dépenses. Mais ça veut dire quoi ? Ça concrètement veut dire, très concrètement, sur le médicament. Quand nous décidons d'augmenter la franchise de 50 centimes à 1 euro, c'est une façon de dire, mais désolé, le médicament, ça peut pas être open bar. Regardez tous les médicaments que vous accumulez dans votre pharmacie. Ça a un coût, c'est vous qui payez, c'est le contribuable qui paye. Quelques jours plus tard, le mercredi 28 mars, Gabriel Attal, Premier ministre, a quant à lui lancé une nouvelle charge contre les chômeurs, en annonçant pour les prochains mois une diminution drastique de la durée et du montant de leur indemnisation. Là encore, le message est que ce sont les personnes en recherche d'emploi qui sont en partie responsables du déficit public. D'abord, je vous le dis, oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois, parce qu'on voit qu'il y a un effet très fort dans les 12 premiers mois, mais c'est la première piste. Ensuite, combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes, mais on va laisser les partenaires sociaux travailler. Quelle indignité. Mais dans ce concours d'indignité, l'une des propositions les plus originales est venue du député Sylvain Maillard, président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale, qui a, selon le journal Le Monde, évoqué l'idée d'une année blanche consistant à geler pendant 1 an toute indexation des prestations, comme les retraites et les minima sociaux, sur l'inflation. Selon cet inventif élu, cette mesure, qui appauvrirait donc les bénéficiaires de ces prestations, puisqu'elle n'augmenterait plus, même pour compenser les hausses de prix liées à l'inflation, aurait, je cite, l'avantage de ne pas cibler uniquement les retraités, mais de mettre à contribution tous les bénéficiaires des prestations sociales, c'est-à-dire principalement les citoyens et les citoyennes les plus précaires. La proposition de ce député a donc l'immense mérite de résumer parfaitement la philosophie du macronisme, faible avec les forts, forte avec les faibles. Et donc je pense que j'ai jamais été ça, je sais d'où je viens. Je viens d'une famille à Amiens, justement de médecins hospitaliers,
une grand-mère enseignante, et donc je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches.